Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale des Rendez-vous de l'inclusion. Cette émission est doublement spéciale car aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de handicap, mais d'inclusion et de diversité sous toutes ses formes. C'est aussi une émission spéciale car nous avons souhaité l'ouvrir à un public externe à la sécurité sociale. En effet, cette émission est organisée en partenariat avec le Club du développement durable, un club d'entreprises publiques auquel nous participons l'UCANS et la sécurité sociale. Et nous avons aussi souhaité l'ouvrir à un public RH de tous horizons. Alors que vous soyez de la sécurité sociale, du Club du développement durable ou si vous nous avez connus via LinkedIn, nous vous souhaitons la bienvenue. Le thème du jour, c'est les enjeux de la diversité et de l'inclusion dans les processus de recrutement. Qu'entend-on précisément par diversité et inclusion? Comment intégrer ces principes dans les processus de recrutement? Comment déjouer nos biais cognitifs? Quels outils et partenariats mobiliser? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités en plateau aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nabil Ouali, qui est philosophe et qui travaille notamment pour le cabinet CEOS, spécialiste en conseil éthique et en organisation sociale. Il nous éclairera de son approche philosophique et de son expérience. Bonjour Monsieur Ouali. Bonjour, merci. Nous accueillons également Mariam Katab, directrice générale de Mosaïque RH, un cabinet de conseil en diversité et inclusion qui a été très précurseur en la matière. On est très heureux de vous avoir avec nous. Merci. Et nous avons également Sébastien Moreau, qui est directeur général opérationnel chez Humando, une filière du groupe Adecco qui accompagne les publics éloignés de l'emploi. Il fait le lien entre les entreprises et le terrain pour diverses entreprises et il va nous parler notamment du partenariat qui s'est noué avec la sécurité sociale. Bonjour Monsieur Morisseau. Bonjour. Et je suis bien sûr accompagnée par ma collègue Simona Burgio Desimone, que les habitués de l'émission connaissent bien, et qui est la pilote de la mission handicap nationale de la sécurité sociale. Bonjour Simona. Bonjour Apolline. Durant cette émission, vous avez la possibilité de poser des questions via le chat Teams. Donc il suffit d'aller dans le chat, vous poser votre question et on y répondra durant 2 temps pendant l'émission à la fin des petites séquences de questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, dans cette première partie d'émission, essayer de définir ensemble les concepts de diversité, d'inclusion, de revenir sur des mots-clés. Mais tout d'abord, Simona, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que la sécurité sociale s'engage sur le sujet de l'inclusion et de la diversité? Et aussi, pourquoi est-ce que vous avez souhaité organiser une émission sur le sujet? Oui, bien sûr, Pauline. Alors, en 2022, nous avons signé les accords RSE. Ces accords RSE portent un engagement national et aussi interbranche sur ces sujets-là, notamment sur les sujets de la diversité et dans le recrutement inclusif. La mission handicap, en plus, elle a été récemment désignée pour porter le sujet de la diversité et impulser cette politique au niveau institutionnel. Donc, pour rappel, la mission handicap de la sécurité sociale compte un réseau national de 5 référents handicap, avec plus de 25 référents handicap territoriaux et aussi 300 référents handicap locaux. Cela, en fait, accompagne une politique nationale institutionnelle qui compte aujourd'hui plus de 11 000 bénéficiaires en situation de handicap qui sont embauchés chez nous, ainsi qu'un taux d'emploi dont on est assez fier de 7,8%, alors que le taux légal il est à 6%. Voilà. Donc cette émission s'inscrit aussi dans un autre programme, c'est un programme national nommé Attirer, recruter et fidéliser. Donc c'est aussi pour cet objectif-là qu'on se réunit sur cet argument. Alors pourquoi c'est un contexte que nous connaissons de tension aujourd'hui par rapport à l'emploi. Et la sécurité sociale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait partie d'un des plus gros employeurs de France. Parce que nous recrutons on a 10 000 recrutements tous les ans. Avec des plateformes qui reçoivent en fait un flux de candidats, on est à plus de 90 000 candidatures sur une année.
D'ailleurs, pour répondre à ce flux, on a amélioré notre site qui est la Sécu Recrute, qui est désormais accessible à 100%. On en est très très fiers. Vous devez voir sûrement apparaître à l'écran la page d'accueil du site La Sécu Recrute. Donc si vous n'êtes pas de la Sécu, vous ne travaillez pas pour la sécurité sociale et que ça vous intéresse de regarder nos offres d'emploi, vous pouvez aller sur le site La Sécu Recrute qui en fait du coup recense la totalité toutes les offres d'emploi qu'on a à la sécurité sociale. Pour résumer ce que tu disais, donc c'est vrai que ici à la sécurité sociale, on a signé 2 conventions avec la GFIP. Il y a une politique très forte et donc une mission handicap nationale, comme tu le rappelais, qui compte des référents. On a une attention très particulière sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et en 2022, des accords RSE qui ont été signés, et notamment avec cette ambition renforcée en matière d'inclusion et de diversité. Et d'ailleurs, un investissement sur la partie emploi, comme la Semaine pour l'emploi, par exemple, qu'on a mis en place en octobre, ou un salon dédié sécurité sociale tout récent. Et donc, 500 événements régionaux qui se sont produits internes, externes. Donc, notre engagement sur l'emploi et sur l'emploi des diversités, c'est vraiment un engagement concret. Et en fait, cette table ronde se veut aussi là pour sensibiliser notre réseau à cette diversité, pour faire évoluer le regard et permettre que des événements deviennent de plus en plus nombreux et importants, et permettre aussi l'intégration de candidats différents. Très bien. Donc du coup, c'est vrai qu'ici, c'est une émission qui s'adresse plus aux recruteurs, mais si vous êtes manager, référent handicap, d'où que vous veniez, je pense que le sujet, en tout cas, si vous intéresse, je pense que ce qu'on va se dire ici est susceptible de vous intéresser. Pour bien cerner tous les enjeux, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous 2 spécialistes qui ont un engagement à la fois, je dirais, personnel et professionnel sur le sujet. Je commence par vous, Nabil Ouali, peut-être pour vous présenter. Donc, vous êtes philosophe et vous êtes aussi spécialiste en diversité, inclusion et discrimination. Comment est-ce que vous êtes passé de la philo au RH et à l'inclusion ? Assez naturellement, en fait. Quand j'ai fait mon cursus de philosophe à la Sorbonne, j'ai travaillé sur la philosophie politique et la philosophie morale. Et dans le cadre de ce cursus, j'ai commencé à m'intéresser aux questions de vulnérabilité, à l'histoire du féminisme notamment. Et puis à la RSE. Ça a été un petit peu le levier par lequel j'étais parti pour me professionnaliser. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a 10 ans, la RSE ne ressemblait absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui, notamment en France. D'abord, c'était beaucoup axé sur l'emploi et sur l'environnement, très peu sur les questions de diversité et d'inclusion. Et quand ces sujets étaient manœuvrés dans les entreprises, c'était de manière très... comment dire ? Disons que c'était surtout sous l'angle juridique ou sous l'angle communicationnel. Aujourd'hui, la RSE a beaucoup évolué, notamment sur ces sujets-là. C'était assez normal, en fait, pour moi, étant donné ma vocation et étant donné l'intérêt que j'avais eu sur le plan académique sur ces sujets-là, de travailler avec les entreprises pour justement étudier qu'est-ce que c'était qu'une stratégie d'inclusion viable, comment est-ce qu'on faisait pour lutter contre les discriminations dans le milieu professionnel, etc. Du coup, là, avec le cabinet SEOS, vous accompagnez des entreprises ou des institutions qui souhaitent renforcer leur politique d'inclusion, de diversité. Tout à fait. D'accord. Super, vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus après. Mariam Kattab, vous êtes directrice générale de Mosaïque RH, on l'a rappelé. Je crois que vous avez participé à la création du cabinet. En tout cas, ça fait 15 ans que vous y travaillez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pourquoi est-ce que le cabinet est né et puis quels services vous proposez? Alors, en effet, le cabinet en fait, date de 2008, très exactement. Et en fait, qu'est-ce qui a motivé la création de Mosaïque RH, qui est né d'abord sous format associatif, hein. Donc, c'était le premier cabinet de recrutement qui avait vocation à promouvoir la diversité sous format associatif. Donc, autant vous dire qu'on était un peu un ovni dans l'univers des cabinets de recrutement, on ne comprenait pas. Mais la vocation de Mosaïque RH très tôt, ça a été de rapprocher des populations qui avaient du mal à accéder au marché de l'emploi pour des raisons de manque de réseau, pour des raisons aussi de discrimination, parce qu'en 2004-2005, il y avait déjà des études qui démontraient que des populations, notamment qui portaient un nom et consonance étrangères, des personnes qui vivaient dans certains quartiers, avaient moins de chances d'être appelées, d'être recrutées. Donc c'est à cette époque-là que nous, on s'est dit, mais c'est un énorme gâchis.
un taux de chômage qui est 2 fois supérieur dans les quartiers, c'est un gâchis énorme pour la France. Donc à cette époque-là, on s'est dit, on va essayer de répondre à cette problématique sociale avec nos propres moyens. À l'époque, hein, on était 3, en rapprochant ces candidatures, ces candidats qui pour nous représentent une richesse énorme et les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin de talent. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né Mosaïque et ça fait 15 ans que ça dure. Donc on a bien sûr diversifié parce que, je le raconterai tout à l'heure, mais on s'est rendu compte que c'était pas tout juste de rapprocher des candidats avec des entreprises. Parce que les candidats, s'ils n'arrivent pas naturellement dans les entreprises et s'ils n'arrivent pas à être recrutés naturellement, c'est qu'il y a des biais, c'est qu'il y a aussi un phénomène de manque de réseau, c'est qu'il peut y avoir aussi de l'autocensure chez ces candidats qui n'ont pas l'impression d'être attendus finalement. Donc il y a tout un travail à faire d'accompagnement des entreprises qui est assez long, mais qui est extrêmement important et nécessaire pour que vraiment l'inclusion, pour qu'on passe en fait d'une volonté d'inclusion à une réalité en fait, dans les entreprises. Et donc c'est ce qu'on fait depuis 15 ans et on a réussi à faire entrer 20 000 personnes dans les entreprises grâce à ce travail-là. C'est peut-être beaucoup. 20 000 personnes en 15 ans. Mais c'est encore une goutte d'eau par rapport à tout ce qui reste à faire, mais on va en parler. C'est certain. Monsieur Morisseau, donc vous travaillez pour Umando, qui est une filière d'Adecco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept d'Umando? Quelle est la différence avec une agence d'intérim classique? Umando est une entreprise de travail temporaire d'insertion, donc ça appartient à ce qu'on appelle la famille de l'IAE, l'insertion par l'activité économique. C'est un modèle d'entrepreneuriat social. Nous sommes nés au milieu des années 90, en 95, donc ça remonte un petit peu, et sur des postulats qui sont un peu similaires à ceux qui ont été partagés. Avec le souhait, le désir de proposer des solutions aux personnes qui n'en avaient pas, en fait. On est issu du groupe Adecco, acteur majeur du travail temporaire. Candidats pouvaient pousser la porte des agences sans avoir de solution d'emploi derrière. Ce qui nous a semblé intéressant, ce sur quoi travailler, c'est justement de proposer à ces candidats des solutions. Et donc là, on parle de candidats en dehors de tous les radars de l'emploi qui ne répondaient pas ou qui continuent à ne pas répondre tout à fait aux critères de recrutement qu'on peut définir de façon classique. Et donc de travailler sur les populations dites éloignées de l'emploi, en tous les cas rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi, et donc de dédier des agences et des collaborateurs sur l'accueil, l'accompagnement, l'évaluation des freins, des compétences pour travailler sur la construction de trajectoires professionnelles. Et la grande différence qu'on va avoir avec des acteurs du travail temporaire classique, c'est que nos agences sont complètement dédiées au public, des publics en difficulté, à l'accompagnement et à l'accès à l'emploi et à travers un conventionnement avec l'État qui nous attend et qui nous évalue sur cette capacité à les accompagner vers l'emploi. D'accord, merci. On pourra revenir un peu plus en détail en fin d'émission. On vous parlera plus spécifiquement du partenariat qui est mené avec Umando et la sécurité sociale. Ce qui est important quand on parle de ce genre de sujet, c'est aussi de bien comprendre et de bien définir de ce dont on parle. Les mots inclusion et diversité, ils nous sont tous familiers, mais est-ce qu'on connaît vraiment leur sens? Alors pour nous aider, Monsieur Wali et Madame Kattab, peut-être Monsieur Wali, qu'est-ce qu'on entend concrètement en fait par diversité et inclusion, et aussi en quoi peut-être l'inclusion est différente de la diversité? Alors pour comprendre ces deux concepts, il y a plusieurs chemins qu'il faut prendre, je pense. Le premier, c'est de comprendre qu'on a utilisé ces concepts aujourd'hui pour les distinguer de la non-discrimination. C'est-à-dire qu'à la base, on parlait de non-discrimination, de lutte contre les discriminations, mais que ces termes étaient assez inconfortables dans le monde professionnel. Voilà. Donc on a préféré remplacer par les termes diversité et inclusion qui envoient quelque chose de plus positif. Donc c'est important de le comprendre parce que la notion de diversité, c'est une notion statistique. D'accord. La notion d'inclusion, c'est une notion dynamique, au sens physique du terme, c'est-à-dire on parle des forces en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire?
quand on parle de la diversité, c'est un instantané. On prend un cliché d'une population et on regarde en fait selon le segment, selon les critères qu'on choisit de déterminer. Voilà, est-ce qu'il y a tant de personnes qui correspondent à tel critère, est-ce qu'il y a telle personne qui correspond à celui-ci. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une notion statistique. Elle est intéressante, mais en soi, elle n'apporte pas beaucoup d'informations en fait. Et donc si elle n'apporte pas beaucoup d'informations, c'est très difficile d'avoir des leviers ensuite d'action pour la rendre plus Elle n'apporte pas beaucoup d'informations dans quel sens dans le sens en fait où, comme je disais, c'est un instantané. Et en fait, on ne s'intéresse pas aux interactions qu'il y a entre les populations. Et c'est pour ça que la notion d'inclusion, elle est indispensable, parce qu'elle va un peu plus loin. La notion d'inclusion, comme je disais, c'est une notion dynamique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux forces et aux interactions sociales qu'il y a dans ces populations, à l'inverse de la diversité qui, encore une fois, est un instantané, c'est un cliché. Donc quand on parle d'inclusion, on parle surtout de la façon dont les populations entre elles vont interagir, quel système de pouvoir il va y avoir entre elles, est-ce qu'il y a des frictions, est-ce qu'il y a au contraire une harmonie. Et là, on part sur quelque chose qui est beaucoup plus, encore une fois, dynamique, comme je le disais. Et donc, c'est hyper intéressant. Mais pour bien comprendre la notion de diversité et d'inclusion, je pense qu'il faut partir un petit peu plus loin. Et je crois qu'il y a une slide. Je crois qu'il y avait un PowerPoint que vous vouliez diffuser. Pour expliquer en fait la notion de diversité et d'inclusion, pour moi, il faut partir un peu plus loin. Il faut partir de l'antonyme de l'inclusion, c'est-à-dire l'exclusion. On part de l'exclusion pour comprendre le reste. L'exclusion, c'est quoi? C'est un modèle, on a une norme, d'accord, qui est acceptable dans un environnement donné. Alors, ça peut être le travail, ça peut être aussi un loisir, ça peut être un club, ça peut être n'importe quoi. Un groupe d'amis. Et à partir de là, on considère qu'il y a une norme à laquelle, si on ne correspond pas, on est en dehors du cercle, on est exclu. D'accord ? On se rend compte que c'est un modèle qui a été, comment dire, plus ou moins dominant dans la société en général, à certains égards, sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan peut-être législatif, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait envie, le progrès social, notamment le progrès civique, a fait qu'on a voulu substituer ce modèle d'exclusion à un modèle d'assimilation. D'accord ? Donc, on garde une norme, mais par contre, on accepte les personnes qui n'en font pas partie à condition qu'elles se prêtent à cette norme, qu'elles essayent d'y correspondre. Et donc, ça peut passer par des transformations linguistiques, vestimentaires, culturelles, etc. Et donc, on pense notamment à des populations immigrées qui sont arrivées après les différents chocs pétroliers en France, pour travailler. Et à qui on a expliqué, on a demandé, alors très bien, tu es français ou française, mais il va falloir parler français, il va falloir t'habiller français, il va falloir manger français, etc., etc. Et puis on s'est rendu compte que ce modèle-là, qui fonctionnait dans une certaine mesure, avait un coût. En fait, notamment un coût en termes de risques psychosociaux. Ça avait un impact sur les générations des enfants des primo-arrivants. Ça avait un impact également sur l'intégration dans la société dans son ensemble, etc. Et donc, on a décidé de quitter un petit peu ce modèle dans les années 80-90 et on a développé un petit peu vraiment le concept de diversité. Alors, on ne parlait pas encore vraiment de diversité à l'époque, mais on a commencé à accepter l'idée qu'il fallait changer de modèle. Il fallait changer le système de normes et surtout l'importance que la norme avait. Et donc, on est arrivé au système de diversité. J'espère que le schéma est assez clair, mais en fait l'idée c'est de dire on va accepter tout le monde, indépendamment de la norme ou des normes dominantes, mais on ne va pas forcément s'intéresser aux dynamiques qu'il y avait. Donc c'est-à-dire qu'on va accepter les gens, par exemple dans l'environnement de travail ou dans des groupes, des clubs, etc. Mais on ne va pas forcément adresser les frictions ou l'harmonie ou les correspondances qu'il peut y avoir entre les populations. Et c'est là que l'inclusion est arrivée, et qu'on a commencé à partir du principe que, certes, c'est bien d'avoir des populations diversifiées, mais il faut que ces populations, qu'elles soient harmonieuses entre elles. Donc, il faut qu'elles aient des plateformes de communication, il faut qu'elles aient des liens relationnels qui soient sains, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, pour comprendre l'inclusion aujourd'hui, il faut partir vraiment de ce modèle d'exclusion, parce qu'en fait, c'est un cheminement qui nous a permis de comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'avoir la population la plus diversifiée possible, mais il fallait aussi savoir l'écouter, savoir la comprendre, savoir faire en sorte qu'elle parle avec les autres populations. D'accord. J'espère que c'est clair. Sans s'assimiler forcément aux autres. Exactement, Voilà. exactement. Sans forcément devoir ressembler à une norme, etc. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que vous le disiez au début, ça c'est aussi, la notion d'inclusion de diversité c'est aussi construit, voilà, pour pas parler de discrimination, mais il faut quand même le rappeler, il y a des critères légaux de discrimination, nombre de 26 en France. Est-ce qu'on peut peut-être en parler? Je crois que vous nous les avez listés. C'est ça. Alors, on a des critères qui sont européens et internationaux, donc qui sont compris dans les normes européennes selon la hiérarchie des normes en législation. Et il y a également des critères qui sont spécifiquement français, qui sont sur la slide suivante, je crois. Mais ces critères, ils sont intéressants parce que déjà, ils sont de plus en plus nombreux. Et, certaines personnes pensent que ça peut être un peu difficile à appréhender. Et effectivement, en entreprise, par exemple, c'est le travail des ressources humaines de s'attacher au fait que ces critères soient respectés dans le processus de recrutement, c'est-à-dire
la candidature, mais également tout ce qui est gestion de carrière et le quotidien en fait dans l'environnement de travail. Donc ça, ce sont les critères français. Ce sont des critères qui sont assez clairs en fait. Alors, les RH sont formés sur le plan juridique, mais également les équipes de juristes qui travaillent en entreprise, c'est leur dada. Ce sont des critères qui sont pour la plupart assez faciles à comprendre et à manipuler. Ce qui va être peut-être un peu plus compliqué pour les entreprises ou les recruteurs, ça va être de gérer ce qui est au-delà du légal. Alors je ne sais pas si je ne veux pas empiéter non plus sur ce que diraient mes confrères et consoeurs ici présents, mais ce qui est intéressant quand on parle de discrimination, c'est qu'il y a la définition légale d'une discrimination, d'accord ? Donc il y a les critères, il y a les situations qui vont déclencher la discrimination, mais il y a tout ce qu'il y a autour et qui ne relève pas forcément du juridique, parce que le droit n'est pas capable de tout saisir en fait. Il y a des informalités, il y a des subtilités dans la discrimination que le droit n'est pas capable de saisir. Quand vous avez une ambiance peut être délétère au travail sur le plan du sexisme par exemple, sans qu'on puisse qualifier parce qu'on peut parler de sexisme ordinaire, voilà, sans qu'on puisse s'en saisir, sans qu'on puisse avoir une action ou un protocole judiciaire qui s'enclenche facilement, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué et ces critères ils sont importants à connaître peut-être, mais il faut savoir aussi aller un petit peu au-delà de ce que le droit dit. Et c'est tout l'enjeu parce que le droit a toujours un train de retard sur la société. Le droit est là pour entériner des actions qui ont déjà été amorcées par la société. Donc c'est important et les entreprises ont un rôle à jouer là-dessus, d'aller peut-être un peu plus loin parfois que ce que le droit exige, parce que c'est ça qui va permettre de créer de plus en plus d'inclusion, de plus en plus de diversité saine au sein des entreprises. Oui, de ne pas s'arrêter qu'aux critères légaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition donnée de l'inclusion et de la diversité par M. Wali? Est-ce que vous êtes en phase avec ce qui a été dit? Oui, et je pense que c'est très important en fait d'expliquer ces différentes notions, parce que en fait ces différentes notions correspondent aussi à des niveaux de maturité dans les entreprises qui vont être différentes. C'est vrai que dans le schéma, la première bulle c'est l'exclusion. Et les premières politiques diversité, en effet, avaient pour premier objectif de lutter contre les discriminations, et c'est pour ça qu'on est parti des critères finalement. Derrière les critères, il y a des populations, et l'idée était de faire en sorte que ces populations ne soient pas discriminées, soient traitées de manière égale, comme l'exige la loi dans les organisations. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant finalement. On peut être une entreprise, c'est juste une première étape. Donc vous avez des entreprises qui, encore aujourd'hui, sont juste à cette première étape, de lutter contre les discriminations, de sécurisation de leur processus interne, pour éviter justement qu'il y ait des phénomènes de discrimination. Mais ensuite, on voit bien que c'est plus compliqué d'aller vers l'inclusion, qu'il y a des étapes qui sont importantes à franchir et qui posent aussi la question du positionnement de l'entreprise vis-à-vis de ces sujets. Le modèle assimilationniste versus le modèle inclusif, c'est un vrai choix en fait. C'est un vrai choix. Et notamment quand on parle d'entreprise publique ou d'entreprise privée, l'administration publique, on voit bien en fait qu'il y a des courants aussi de pensée derrière qui sont différents. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent mais en fait, l'inclusion, oui, c'est bien, mais en fait, à partir du moment où on dit qu'on est non discriminant, que c'est la même règle pour tous, c'est suffisant, en fait. C'est suffisant et les gens, normalement, seront protégés, se sentiront bien et auront les mêmes chances. Ce n'est pas si évident que ça. Et notamment dans le public, il y a souvent ce sujet du concours qui revient en disant mais de toute manière, la fonction publique est accessible via un concours et donc c'est censé protéger tout le monde contre les discriminations. On voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça demande vraiment un positionnement assez fort et une bonne compréhension de ces différentes notions. Quand on veut faire de l'inclusion, ça veut dire que quelque part, on sort de ce schéma d'assimilation parce que si chaque différence doit pouvoir exister dans un corps social qui est celui de l'organisation de l'entreprise, ça passe par le respect de ces différences et donc par la reconnaissance de ces différences, ce qui est le modèle quand même contraire au modèle assimilationniste. Et donc voilà, donc ça demande vraiment d'accompagner l'explication de ces notions et d'aider l'entreprise à se positionner vers le modèle qui est le plus vertueux. Alors pour nous, je pense que si on est là, c'est le modèle inclusion, inclusif, mais ça demande quand même, vous voyez,
une prise de conscience assez forte. Justement, une prise de conscience, vous le disiez, voilà, souvent les fonctions RH connaissent les 26 critères de discrimination, mais il faut aussi aller parfois un peu plus loin. On est tous pressés par le temps, on doit faire des choses vite et du coup, des fois, on a tendance à faire appel, en tout cas, c'est naturel, on l'a tous, peut-être à avoir des biais cognitifs qui font qu'on va plutôt choisir tel profil ou un autre. Est-ce que pour recruter plus inclusif, il faut forcément se remettre un petit peu en question, remettre ses réflexes de pensée en question, tout ce qui peut alimenter des fois les stéréotypes sans même qu'on le veuille réellement, objectivement, quoi. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, nous avons tous des biais. Donc, nous avons tous des biais. Notre cerveau fonctionne d'une certaine manière qui fait qu'on a plutôt tendance à catégoriser pour mieux comprendre notre environnement. Donc, on voit bien que, il faut prendre conscience de ses propres biais, et ils sont différents d'une personne à l'autre et d'un recruteur à l'autre. Pour le coup, certains vont buter sur l'âge, d'autres vont buter sur une couleur de peau, d'autres sur un nom, d'autres sur l'apparence physique aussi. L'apparence physique, exactement. Donc, prendre conscience de ces biais est extrêmement important pour pouvoir ensuite les déjouer et pour pouvoir essayer d'objectiver un maximum le processus de recrutement. Alors souvent, on me dit, mais oui, mais le recrutement, c'est quand même du feeling. Il faut quand même laisser une part au feeling. Et c'est compliqué de tout objectiver à 100%. Les biais ne sont pas forcément maîtrisables à 100%. Par contre, il est extrêmement important d'en prendre conscience, de savoir, moi en tant qu'individu, qu'est-ce qui peut me faire prendre une décision non objective et potentiellement discriminante sans que je le sache, essayer de mettre des garde-fous, prévoir des outils qui vont m'aider à objectiver ma décision, essayer d'en parler aussi à d'autres personnes, parce que quand on échange sur une candidature, on est 2, 3, on se rend compte que finalement, n'ayant pas les mêmes biais, on n'a pas forcément la même évaluation de la candidature, et en se parlant, on arrive finalement à auto-annuler parfois nos biais respectifs et à arriver à une décision la plus objective possible. Donc vraiment, la formation d'ailleurs qui est devenue obligatoire depuis une loi de 2017, la formation de l'ensemble des personnes qui recrutent dans les entreprises de plus de 300 collaborateurs est devenue obligatoire pour justement essayer de travailler individuellement sur nos biais et essayer de rendre ce processus de recrutement qui est quand même clé, parce que si les entreprises, si les candidats, les personnes n'arrivent pas à rentrer dans l'entreprise, c'est compliqué de faire de l'inclusion, c'est compliqué de vraiment rendre possible les engagements. Ce que j'entends de ce que vous dites, Mariam, effectivement, c'est que on met en place peut-être une information, on va faire de la communication en disant mais nous on est une entreprise qui inclut la diversité. On se croit, à la limite on a fait même une formation, donc on essaye de dépasser ces biais, mais si on ne met pas en place aussi des process qui à la base objectivisent un certain nombre de choses, c'est difficile. Moi j'ai pu l'expérimenter par le passé, j'étais DRH, je recrutais énormément. Et à un moment donné, je savais bien que ce feeling-là, il fallait que je le traduise en quelque chose. Ce n'était pas possible juste de dire « je sens le candidat », parce qu'on peut se piéger soi-même. Donc ce sentiment-là, j'essayais de le traduire, mais qu'est-ce qu'il me fait dire, par exemple, est-ce qu'il est souriant quand il arrive? Donc j'essayais de prendre des critères objectifs que je pouvais comparer avec le manager avec qui je recrutais. On est passé carrément au test de compétences, on les a mis en situation, on les a fait vivre des expériences comme le travail pour voir, on les a mis un peu sous stress, on faisait l'appel du patient empêchant qui appelle et qui met en stress la personne pour essayer de sortir un maximum de critères objectifs et non plus un ressenti qui peut être biaisé par les biais cognitifs. Donc moi je pense qu'il y a un effort à faire dans les organisations d'aujourd'hui, d'aller réinterroger les process de recrutement pour voir s'il n'y a pas des améliorations qu'on peut y apporter afin d'intégrer cette diversité. D'ailleurs, ça va être tout le sujet de ce dont on va se parler en deuxième partie d'émission, juste avant d'en parler. Nabil, il a une précision. Réagir, allez-y. Effectivement, je pense que c'est important d'insister sur le fait que c'est un enjeu de méthodologie. Oui. Je pense que la pratique du recrutement et la pratique managériale d'une manière générale a beaucoup à apprendre de la méthodologie scientifique, en fait. Dans le sens où la méthode scientifique, elle a une fonction très claire, c'est justement de bloquer les opportunités pour les biais de s'installer dans l'appréhension de la réalité. Et plus la méthodologie elle est poussée à ce niveau-là, et plus elle va être efficace, et plus elle va permettre justement d'éviter au biais de...
comprendre qu'il y a des biais, c'est une étape, et savoir comment les empêcher et les débloquer, c'est une méthode en fait. Mais ça pose pour moi la question aussi qu'on a un peu abordée ici, c'est la question de la compétence. Dans le sens où on a beaucoup cette idée que la non-discrimination, ça relève du bon sens, ou ça relève du fait qu'on est une bonne ou une mauvaise personne. Je pense qu'il faut vraiment casser cette idée. Il faut casser l'idée que les gens discriminants sont les gens mauvais et les gens mauvais sont les gens discriminants. Il y a cette idée un petit peu ancrée de, en fait, si on ne veut pas être discriminant, il faut faire preuve d'un peu de bon sens et d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, on sait, et je pense que mes collègues pourront le confirmer, ça relève vraiment d'une compétence à proprement parler de ne pas être discriminant. Parce qu'il y a évidemment le critère de la loi, mais il y a tout un tas de subtilités et d'informalités dans le cadre de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations qu'on sait ou qu'on ne sait pas en fait, qu'on sait ou qu'on ne sait pas gérer d'un point de vue méthodologique. Et surtout que, juste pour terminer là-dessus, parfois on veut bien faire. Vous avez par exemple le critère qui revient souvent chez les recruteurs, c'est la localisation, le lieu d'habitation du candidat. Et c'est vrai que énormément de recruteurs pensent que ne pas recruter quelqu'un qui habite trop loin du lieu d'habitation, enfin du lieu de travail, pardon, c'est lui rendre service. Voilà, c'est lui rendre service parce que il va passer trop de temps dans les transports, ça va le fatiguer, il ou elle va fatiguer. En temps de grève, en période de grève, peut-être qu'en fait il va devoir galérer quelque part pour venir au travail, donc on préfère ne pas le recruter. Et encore une fois, comme vous dites que c'est un sujet de compétence, oui, parce que peu savent que le lieu d'habitation est un des 26 critères de discrimination. Donc on a l'impression en fait d'écarter un candidat pour un motif qui nous semble être du bon sens pour le protéger quelque part, mais en fait on se met en risque juridique. Mais ça il faut le savoir, il faut avoir été formé à ça. Et comme vous le disiez, c'est pas juste aussi une volonté personnelle, c'est une volonté aussi de la direction, de tout l'organisme si on est à la Sécu. Et justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est primordial aujourd'hui de s'intéresser au sujet de l'inclusion et de la diversité? On sait que c'est un sujet qui a quand même, qui est en place, notamment dans le monde anglo-saxon depuis des années. Il commence à être plus présent en France, mais j'ai envie de vous demander en fait pourquoi les employeurs ont vraiment tout intérêt à s'en emparer. Qui souhaite commencer? Peut-être M. Morisson, on ne vous a pas entendu. Oui, j'aurais pu rebondir sur énormément de choses passionnantes qui ont été partagées déjà. Je pense que, tout simplement, et en essayant de faire court, parce que c'est une question complexe, ce serait tellement dommage de passer à côté, je vais le dire comme ça, de ne pas s'en saisir en fait pour les entreprises aujourd'hui, parler de richesse, que tous les collaborateurs, les collaboratrices peuvent apporter à l'entreprise. Et bon, nous, côté Humendo, ce qui va nous intéresser, on va regarder tout ce qui va permettre aux entreprises de regarder dans le bon sens finalement. Et aujourd'hui, ce qui va permettre à des entreprises de saisir peut-être un petit peu plus de ces sujets-là, ça va être les situations qu'on connaît aujourd'hui, pénurie de candidats. Donc, et c'est là, à un moment donné, j'ai pas de sujet, c'est-à-dire que c'est un facteur déclencheur à un moment donné qui va permettre tout simplement à des entreprises de réfléchir et de réfléchir dans le bon sens. C'est-à-dire comment on va chercher des compétences quand elles n'existent plus sur le territoire. Après, on va évidemment évoquer toutes les entreprises qui vont avoir un engagement sociétal, RSE, puis certaines d'entre elles ou d'autres vont encore avoir un engagement ou une obligation. On parle d'obligation d'emploi de personnes ayant une reconnaissance travailleur handicapé, donc ça fait partie aussi de la nécessité là plutôt de ces entreprises. Mais je pense que la première raison, c'est vraiment de pouvoir être aussi une entreprise qui est assez représentative de l'environnement dans lequel elle est, de la société, effectivement d'être une entreprise inclusive. C'est une entreprise qui ressemble au monde dans lequel elle est, parce qu'on n'a pas juste des stéréotypes, effectivement, et c'est toute cette dimension. Aujourd'hui, on parle d'innovation sociale. Donc, au même titre que l'innovation technologique et les entreprises aujourd'hui qui se saisissent
de ces sujets-là sont des entreprises bien pour les plus anciennes, avant-gardistes, qui ont vraiment développé des pratiques, des méthodes, de la méthodologie et sur toutes les chaînes de production de l'entreprise, puisque ce qui est important aussi, vous l'évoquiez, la formation, la compétence, elle est importante, mais elle est efficace quand elle est vraiment partagée par le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'il faut penser aux managers, mais il faut penser aux managers intermédiaires, il faut penser aux personnes qui sont sur les lignes de production, si on est dans un site industriel, pour comprendre la chaîne et pour l'intégrer complètement. Donc effectivement, on est dans des raisonnements et en fait, c'est une politique. C'est une politique d'entreprise où on revoit, on repense son process de recrutement, d'intégration aussi, puisque quand on parle d'inclusion, on parle de sourcing, on parle de recrutement, c'est aller chercher les candidats. On ne va pas développer les mêmes pratiques qu'on développe traditionnellement. On va s'interroger sur la question de l'intégration et puis c'est de la formation des collaborateurs. Donc, c'est vraiment une remise en question et je pense pour les entreprises la capacité d'innover. C'est aussi un enjeu d'attractivité d'ailleurs pour les nouvelles. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de nouvelles générations qui sont aussi très attachées à ces sujets. Et aussi, on s'en parlait, on a fait des petits entretiens préparatoires. C'est aussi un enjeu de performance sociale et même de performance globale. Il y a des études qui ont démontré que les entreprises qui impliquaient ces politiques avaient aussi des taux de performance plus élevés. Donc il y a toute une multitude et aussi, comme vous nous le disiez aussi. C'est aussi un engagement sociétal avant tout. Quelle société on veut construire ensemble? Oui, c'est ça. En fait, ça pose deux questions. Déjà, il y a un enjeu aussi à faire comprendre, et c'est ce que disait Sébastien, sur le fait que l'entreprise n'est pas une enclave au sein de la société qui serait immunisée en fait, à tous ces enjeux socioculturels et économiques que sont la lutte contre la discrimination ou la stratégie d'inclusion. Ça pose aussi la question, effectivement, de la rétention des talents. Il y a un enjeu aujourd'hui, Mariam pourra en parler beaucoup mieux que moi, sur la question de la rétention des talents en entreprise. Un des grands enjeux de l'inclusion aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour attirer notamment des nouvelles générations, mais pas que, mais notamment des nouvelles générations, et surtout les faire rester. Voilà, leur faire comprendre que en fait, les engagements qu'on prend et qu'on affiche d'un point de vue communicationnel, ça va aussi, ça se traduit dans les structures, dans les process de l'entreprise. Et c'est un vrai enjeu parce que ça permet de poser la question de la performance, certes, mais aussi la question que je pose un peu systématiquement quand je fais des interventions. Est-ce que l'enjeu de performance doit être le critère qui nous guide dans cette volonté d'être de plus en plus inclusif, etc. Je reformule autrement. Est-ce que si on découvre demain que l'inclusion dans tel ou tel contexte n'a pas d'effet ou voire un effet négatif sur la performance économique, est-ce qu'on décide d'abandonner les stratégies d'inclusion? Est-ce qu'on décide d'abandonner la lutte contre la discrimination? Je pense que c'est un enjeu et c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui, notamment quand on est des professionnels de ce secteur, qu'on doit poser avec les entreprises. C'est comment on fait pour peut-être décorréler de temps en temps cet enjeu de performance à cet enjeu d'être moins discriminant. Je pense que c'est important. Surtout à la sécurité sociale. Je me permets juste parce qu'on est un petit peu en retard dans le temps. On a des questions sur le chat qui posent vraiment des questions aussi un peu plus pratiques. Comment on peut entrer dans l'action? Comment savoir si son entreprise est au rendez-vous en matière de diversité et d'inclusion, demande un internaute. Et quelles sont les bonnes questions à se poser si on veut s'inscrire dans une démarche? Comment sensibiliser, fédérer les équipes? Donc en fait, ce qu'on a envie de vous poser comme question, c'est quels conseils vous donneriez à une institution, une entreprise qui veut vraiment s'engager dans un recrutement plus divers, plus inclusif? Quelles seraient les bonnes pratiques, les premières choses à faire? Oui. Peut-être, avant de dire ce qu'on peut faire, pourquoi il faut le faire, je pense que c'est vraiment une question centrale. C'est une question centrale et en effet, c'est une question qu'on pose en général tout de suite aux dirigeants des organisations avec lesquelles, en tout cas, nous, on travaille, parce que la motivation qui guide l'action est très importante. Pourquoi? Parce que l'inclusion, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il faut aller vers l'inclusion? Parce que, c'est un coût pour la société. Ça coûte 150 milliards d'euros. Les discriminations à l'emploi coûtent 150 milliards d'euros par an à la France. C'est une étude France Stratégie. Donc il y a un coût pour la société, il y a un coût humain. Parce que des personnes discriminées, c'est des équipes qui ne vont pas bien. C'est des équipes qui n'ont pas envie de rester dans l'organisation. Et en effet, ça rejoint la question de l'attractivité, puisque, encore une dernière étude de Segos montre que, en fait, 77%
des personnes qui ont été sondées disent qu'elles sont prêtes à quitter leur entreprise pour aller vers une entreprise plus inclusive. Donc oui, ça touche aussi au bien-être individuel des personnes. Donc un coût pour la société, un coût aussi individuel. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut, au-delà de ce que ça peut apporter en termes de performance, travailler sur le sujet. Alors après, comment faire très concrètement? Il y a toujours un ordre dans lequel il est toujours préférable d'aborder ce sujet-là. Premièrement, faire un état des lieux. Savoir déjà où on en est, organisation par organisation. Parce que vous avez des organisations qui font des choses très bien, mais qui ne sont pas connues, ni par les collaborateurs, ni par les managers. Donc parfois, c'est juste un travail de collecte de bonnes pratiques et de mise en visibilité et de partage, en fait, de partage de ces expériences pour fédérer l'ensemble des collaborateurs autour de cette démarche. Donc l'état des lieux permet ça, mais l'état des lieux permet aussi de savoir est-ce qu'on en a ou on n'en a pas de la diversité. On parlait tout à l'heure du fait que la diversité c'était statistique, mais cette photo elle est importante quand même. Elle est importante pour savoir est-ce que l'entreprise est assez représentative ou non de la diversité, à quel niveau elle l'est, et ça aujourd'hui il y a des outils qui permettent de mesurer de façon anonyme, parce que on dit les statistiques sont notamment sur la question des origines est interdite. Oui, les statistiques ethniques sont interdites, mais ça n'empêche pas qu'il y a des outils qui sont dans le cadre de la loi qui permettent de mesurer aussi la diversité des origines. Donc, savoir si on a de la diversité, de quel type de diversité on parle, à quel niveau elle est-ce qu'elle est assez représentative également parmi les dirigeants, des instances dirigeantes, est-ce qu'elle est bloquée à un certain niveau et qu'elle n'arrive pas à monter, donc identifier aussi les plafonds de verre qui peuvent concerner les femmes, mais pas que, aussi, d'autres populations peuvent être impactées. Donc commencer déjà par ce travail-là. Pourquoi? Parce que chaque entreprise est différente, chaque organisation est différente, culturellement, du point de vue des processus, du point de vue des pratiques, du point de vue du corps social en lui-même. Donc pour pouvoir amener une politique diversité efficace qui va vraiment aller identifier les freins, les corriger, identifier tous ces leviers importants, les renforcer, il faut savoir d'où on part. Donc l'état des lieux, pour moi, c'est vraiment le step 1, j'allais dire. Et qui permet ensuite un plan d'action. Voilà, qui permet de mettre en place, en effet, des plans d'action. Et deux autres sujets, deux leviers très importants qui reviennent souvent quand on fait du conseil, en tout cas, c'est la sensibilisation régulière à tous les niveaux autour de ces sujets-là, sous toute forme... un internaute demandait comment sensibiliser. Des formations. Vous avez des formations des managers, les formations RH, les formations sur les concepts, mais aussi sur les pratiques. C'est très important parce que savoir ce que c'est que la diversité, la différence entre diversité et inclusion, entre égalité des chances, entre discrimination directe, indirecte, ce sont des notions qu'il faut savoir en effet décoder. En fait. Voilà. Mais ensuite, la question qui vient, et souvent les managers, c'est ensuite, ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi? Comment je fais pour changer mes pratiques? Comment je fais pour, quand je suis en entretien face à un candidat, ne pas discriminer indirectement, inconsciemment? Donc, un travail de formation aussi sur les pratiques, comment aborder le recrutement de manière inclusive, quels sont les outils qui peuvent m'aider, qu'est-ce que je dois mettre dans mon offre d'emploi, qu'est-ce que je ne peux absolument pas mettre, quelles questions je dois poser, quelles questions il est interdit de poser, et puis où je peux aller chercher mes candidats quand on est recruteur. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez aussi, M. Morisseau, c'est une autre façon d'aller chercher les candidats. La question du sourcing, donc formation sur les concepts, formation sur les pratiques, et formation à tous les niveaux, parce que les dirigeants ont aussi besoin d'être inspirés, acculturés, formés aussi parfois, point de vue technique, en matière de non-discrimination, parce que c'est eux aussi qui vont quelque part poser l'ambition de ces politiques diversité-inclusion, jusqu'où ils ont envie d'aller. Est-ce qu'ils ont envie de s'engager via des objectifs chiffrés, comme certains le font, disant moi je veux un vrai changement et je veux avoir des objectifs, je veux avoir des indicateurs pour pouvoir piloter ma politique diversité-inclusion, je veux que ça devienne un sujet évoqué en COMEX, en comité exécutif, et je veux qu'on suive ça dans le temps pour vraiment, j'allais dire, amener cette culture de l'inclusion.
Oui, et c'est vrai que quand la direction est engagée, on le voit même sur la politique handicap, quand une direction est engagée, on dégage le temps nécessaire, Absolument. On fixe les objectifs et on permet en fait aux collaborateurs d'évoluer tous ensemble, mais parce qu'on y met les moyens, le temps, l'attention, la demande. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir aussi des directeurs, des directions en tout cas engagées. C'est fondamental. Ça fait partie des clés de réussite qu'on conseille souvent dans cette émission. Vous parliez tout à l'heure d'innovation sociale, peut-être d'innover dans la façon d'aller chercher les publics. Est-ce que vous avez des exemples de dispositifs ou de pratiques qu'on peut donner qui permettent justement de recruter plus inclusif? Oui, ils sont nombreux. Il y en a plein qui ont été testés déjà. On a parlé du CV anonyme ou du CV sans adresse. Alors, plus mitigé, parce que le CV anonyme n'a pas vraiment été un succès dans une culture où le CV est très, très important. Mais par contre, pouvoir adapter son offre et définir les besoins vraiment dans l'entreprise pour justement sortir du stéréotype du candidat ou de la candidate, avoir sa grille d'évaluation en fonction de la compétence et des aptitudes qu'on va chercher. Moi, je suis plutôt partisan du 0 CV finalement, où on va partir sur ce dont j'ai besoin, le poste, les compétences que requiert ce poste. Elles ne sont pas forcément dans un CV, donc je vais les évaluer à partir d'une grille que je vais avoir construite et à travers laquelle je vais évaluer les candidates et les candidats que je vais rencontrer. Ce qui permet tout simplement d'aller évaluer quelqu'un. On ne va pas forcément demander à tout le monde de maîtriser les macros Excel. Ce n'est pas super intéressant de savoir ça sur un CV. Et par contre, si le poste requiert effectivement d'avoir je sais pas, une bonne expression, d'être souriant, on va pouvoir l'évaluer à travers d'autres outils d'évaluation en fait, que le CV, en adaptant aussi en fonction de ce qu'on recherche, si c'est des aptitudes, si c'est des savoir-faire, si c'est... là aussi, on va s'adapter. Est-ce qu'on va être sur des tests d'évaluation, de comportement, un entretien semi-structuré pour vérifier si on a justement les bons réflexes aux bons endroits, mais ce n'est pas finalement le cursus, le diplôme, ou ces éléments-là qui vont nous garantir. Donc voilà, ça c'est quelques outils. Un peu le curseur et vous organisez aussi, il me semble, à Mosaïque RH, des choses où vous allez faire des salons en extérieur, où vous allez directement là où les candidats sont. Oui, absolument. Alors en effet, on peut s'amuser en fait à revoir l'ensemble du processus de recrutement. Et moi je pense qu'il faut vraiment le faire. On parle beaucoup, aussi. Oui, on parle beaucoup en fait du challenge auquel sont confrontées les populations RH. Mais moi je trouve aussi que ce sont des challenges très stimulants que de dire, OK, comment on fait pour être un recruteur inclusif ? On prend le processus de recrutement, on le découpe en étapes, de toute façon les étapes sont connues, et on travaille sur, OK, le sourcing, comment on peut élargir notre vivier de candidats, où est-ce qu'on peut aller chercher des candidats ? Alors, on travaille déjà avec des écoles, on a des partenariats, comment peut-on faire pour élargir ? Donc nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça chez Mosaïque RH, justement, on va chercher les candidats là où les entreprises ne vont pas les chercher. Mais je pense que l'entreprise peut se saisir aussi de cette approche-là, en disant on va élargir nos partenariats écoles, on va aller chercher aussi des universitaires, on va aller en province, on va aller à la rencontre des candidats. Et ça, c'est peut-être aussi nouveau. Nous, on le fait avec des entreprises qui ont des volumétries de recrutement assez importantes, notamment sur l'alternance, où on organise des job dating France entière. On le fait avec le groupe Sanofi, par exemple. Et on va, notamment dans les quartiers, organiser des job dating, rencontrer des candidats sur site. Et là, les managers de Sanofi vont dans ces quartiers, ils rencontrent des candidats sur leur territoire. Et ça amène aussi une nouvelle relation entre les candidats, les recruteurs, les managers qui sortent aussi de leur bureau, qui voient autre chose, qui voient d'autres réalités. Parce que c'est vrai qu'ils ont peut-être l'habitude d'avoir un certain type de récit, sauf que les récits sont aussi divers que les personnes. Et c'est important d'être confronté à des récits différents, à des parcours différents, pour pouvoir appréhender cette diversité, cette richesse aussi de la population. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, on change aussi les mentalités et les pratiques. Donc on prend le sourcing, on prend l'évaluation, on a parlé de différentes méthodes de sélection, la lettre de motivation Kilali,
Personne. Ouais, voilà. Donc beaucoup la demandent encore, mais en fait personne ne la lit, et même les recruteurs qui la demandent ne la lisent pas, c'est ce qu'ils me disent, ils n'ont pas le temps finalement. Donc voilà, si on enlevait le CV, si on enlevait la lettre de motivation, qu'est-ce qu'on ferait en fait? Et là, on peut innover en matière RH, et ainsi de suite sur toutes les étapes de sélection, et en détricotant finalement, s'amusant à détricoter ce qu'on fait nous pratiquement systématiquement avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Ok, on reprend le process, on détricote. Si on faisait différemment pour aller chercher d'autres profils, qu'est-ce qu'on ferait? Et ça marche. Et ça marche. On a eu récemment une séquence où à la Sécurité sociale, c'était la semaine de l'emploi. Certaines personnes qui nous regardent y ont sûrement participé. On a eu plein d'événements partout en France, et je suis moi-même déplacée avec certains collègues dans des organismes. On a vu en effet qu'il y avait une inventivité, des personnes qui ont organisé des sortes de petits moments de recrutement qui étaient parfois très ludiques, parfois délocalisés. Et c'est vrai que c'est très stimulant. Pour permettre la rencontre différente. Il y a une chose importante, Marianne, que vous nous avez dit, c'est que parfois le candidat ne se sent pas légitime d'intégrer telle grande structure, parce qu'en fait, il n'a pas fait le parcours d'école meilleur qu'il y soit. Et donc, c'est lui le premier qui va se dire « mais j'arriverai jamais à rentrer chez telle entreprise ». C'est la légitimité. On a très peu de temps parce qu'il nous reste que 10 minutes. Oui. Si on peut peut-être juste avoir un petit temps sur l'autocensure, comment en tant que recruteur, moi voilà, est-ce que parfois on a une personne qui va recruter sur des postes sous-qualifiés, comment est-ce qu'on traite ça? On appréhende des publics qui parfois vont s'autocensurer fortement. Oui. Et ensuite il nous restera 5 minutes pour parler du partenariat avec Umando. Alors l'autocensure, c'est une vraie réalité, nous on la mesure. Sur nos opérations de recrutement, on pose la question aux candidats: si on n'avait pas créé la rencontre, est-ce que vous auriez postulé dans cette entreprise? Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les grands groupes, des grandes enseignes, donc forcément, voilà, on peut comprendre que certains candidats puissent être un peu, on va dire, intimidés d'aller vers ces entreprises. 70% des candidats nous disent: je n'aurais jamais osé postuler si Mosaic ne m'avait pas invité à venir à ce job dating, à cette rencontre. Parce qu'en effet, l'image qu'il aurait renvoyée, c'est pas forcément voilà, l'image du candidat attendu, du profil type. Ils ne se sentent pas appartenir à cette fameuse norme dont Nabil parlait tout à l'heure. Donc, il y a un travail côté entreprise pour justement repenser cette norme et tenir compte des réalités en fait et de la diversité. Et côté candidat, nous on le fait depuis le début, c'est-à-dire qu'à côté de notre activité de conseil, de recrutement, de formation, on a toujours eu des activités de coaching, d'accompagnement de candidats, pour les préparer aussi à valoriser leur parcours. Voilà. Valoriser leur parcours, là où certains, c'est ce que je vous disais, changer leur adresse pour espérer être contactés, changer leur nom, de peur de ne pas être contactés pour un entretien. Donc tout le travail consiste à justement redonner confiance et aider en fait un candidat qui a parfois intériorisé en fait tous ces stéréotypes à se défaire en fait de ça, de cette situation-là, et côté recruteur également, parce que si on fait le travail juste sur le candidat et pas sur le recruteur, ça ne sert à rien. Donc ce phénomène d'autocensure, oui, il faut absolument lutter contre, mais des deux côtés. Et l'inclusion, c'est ça, chacun fait un pas vers l'autre. Tout à fait. C'est pour ça, pardon, que j'avais lu le commentaire d'une chercheuse dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'excuser, qui disait que plutôt que du terme d'autocensure, on devrait peut-être utiliser le terme de censure sociétale intériorisée pour parler justement du fait que, en fait, ça ne peut pas reposer que sur le candidat. Si le candidat a un sentiment de censure envers lui-même, c'est parce qu'il y a dans la société. Oui, ça vient pas de nulle part. Exactement, ça vient pas de nulle part. Et je pense que c'est important aussi de remettre un peu la responsabilité sur la table. Parce que c'est très codé. Exactement. C'était très codé donc. Tout à fait. Sébastien a parlé du CV, on a parlé de l'aide de motivation. Ce sont des exercices qui sont eux-mêmes très codifiés et qui renvoient à une norme également. Totalement. Donc évidemment, quand on s'attache à des critères qui ne sont pas forcément pertinents d'un point de vue professionnel, mais qui reposent sur des normes qui paraissent complètement évidentes pour les recruteurs, on peut louper des parties de la population pour qui ces codes n'ont pas de sens, mais qui ont pourtant les compétences pour le poste. Donc c'est intéressant aussi de re-questionner tout ça. Tout à fait. On avait aussi parlé des loisirs, par exemple, qui peuvent être donnés dans les CV, qui sont aussi des fois des facteurs de discrimination.
Du coup, Sébastien Morisseau, vous, c'est aussi ce que vous faites chez Umando, d'accompagner les recruteurs et surtout les candidats. On a commencé à nouer un partenariat avec vous, c'est le moment d'en parler. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que les RH de la Sécu qui nous regardent en ce moment peuvent s'en emparer? Simona, est-ce que tu peux nous expliquer l'objet de ce partenariat? L'objet du partenariat, en fait, c'est issu d'un marché qu'on a renouvelé sur l'intérim, en interne. Et ce marché public, en fait, on a choisi Adecco, mais avant de poser ce choix, on avait intégré une clause sociale dans ce marché. Et donc aujourd'hui, c'est Adecco qui a le marché sécurité sociale avec la clause sociale Umando. Donc je laisse Sébastien présenter le dispositif. Alors, on est ravis d'abord que le groupe ait été retenu pour accompagner les besoins en ressources humaines l'ensemble des caisses de sécurité sociale. Et en tant que filiale, effectivement, du groupe, on intervient sur la dimension, pour équiper la réponse et les solutions sur la dimension sociale. Donc tout ce qu'on a évoqué, nous en tant qu'intermédiaire de l'emploi, eh bien, on va le développer auprès des caisses, accompagner les caisses pour recruter différemment, pour intégrer des personnes qu'elles n'auraient peut-être pas forcément recrutées directement, et en sécurisant, puisqu'on va apporter, et c'est c'est la position confortable dans laquelle on est, c'est-à-dire que, et qu'on propose aussi aux entreprises, c'est de sécuriser par la preuve. C'est-à-dire que, et là il y a un vrai sujet, ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'inclusion et la valeur de l'inclusion, c'est-à-dire souvent associer l'inclusion à une perte de valeur, à une perte de productivité, et c'est absolument pas ça. L'idée c'est bien d'apporter de la valeur dans l'entreprise à tous les niveaux, au niveau social, au niveau de la production, au niveau de la marque employeur et à tous les niveaux. Donc on va évidemment travailler sur toutes ces chaînes de valeur pour continuer à délivrer le service, et concrètement ça va se traduire par des rencontres sur les territoires pour rencontrer l'ensemble des caisses, l'ensemble des interlocuteurs des caisses, présenter la solution Umando, qu'elle s'intègre là aussi, même si les entreprises et les employeurs doivent faire un petit pas de côté, pour intégrer cette démarche, on va faire en sorte que ce soit le plus confortable possible aussi, sans remettre encore une fois en condition l'ensemble des règles de production ou de fonctionnement. Donc c'est ce qui nous permet tout simplement d'amener les entreprises à de nouvelles pratiques et à intégrer ça au final complètement dans la culture, que ça devienne complètement intégré dans le fonctionnement et la culture de l'entreprise et à tous les niveaux. Donc, ce que je trouve intéressant dans la démarche d'Umando, c'est qu'effectivement, en fait, ce n'est pas, c'est ce que disait Nabil tout à l'heure, c'est un engagement sociétal. Ce n'est pas juste accompagner un candidat pour qu'il trouve un travail de un mois dans telle structure ou telle structure. C'est aussi le prendre en charge complètement sur ses difficultés autres et l'accompagner à une évolution dans sa carrière pour qu'il aboutisse à la fin à un CDI. Donc peut-être qu'il va cumuler des périodes d'intérim, mais après peut-être il va avoir un CDD et puis il va intégrer une structure future. Il y a un vrai objectif d'insertion. Comment on se saisit de cette offre chez Umando? Et déjà, Umando il fait une démarche d'aller vers les organismes pour les interpeller, mais les organismes, ils peuvent aussi appeler Umando directement et leur dire voilà, nous avons tel besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin il doit être en fait demandé un peu en amont, parce que le travail Umando, c'est un travail de matching entre les compétences requises, le candidat, mais aussi la structure. Et en fait, c'est un travail d'accompagnement. Ce n'est pas j'appelle Umando, allô, demain matin j'ai besoin d'un candidat sur tel poste. Non, voilà, ça doit se construire. Donc c'est toute la difficulté, on peut dire, mais aussi la passion de s'engager dans une démarche comme celle-ci, qui est celle de construire, de co-construire avec la structure. Donc là, aujourd'hui, en interne, pratiquement, nous avons cette opportunité, et il faut se saisir de cette opportunité si cette direction fameuse qui derrière doit s'engager pousse aussi les collaborateurs, les recruteurs, le service RH à aller vers cette diversité. Alors concrètement, si on veut s'engager dès demain matin, vous appelez soit moi, soit directement Umando, et on vous met en relation pour que les choses se fassent. Écoutez, c'était vraiment des échanges passionnants. On aurait envie de continuer encore 1 heure ou 2. Ça semble un peu court, mais malheureusement, notre émission touche bientôt
à sa fin. Vous avez dans le questionnaire, dans le chat Teams, vous avez un petit questionnaire de satisfaction si vous voulez y répondre pour nous donner votre avis sur l'émission. Peut-être juste rapidement avant de conclure, ce que je voulais vous demander, c'était vous, qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que la sécurité sociale souhaite vraiment s'engager plus fortement sur le sujet. Alors on n'a plus qu'une minute pour répondre, donc je vous demande d'être concis. Moi, ça m'évoque deux choses. Un, ce que disait Simona tout à l'heure, premier employeur, c'est ça? Un des premiers employeurs. Donc forcément, ça veut dire une grande responsabilité, mais en même temps énorme opportunité aussi de pouvoir être une locomotive pour pouvoir porter ce sujet de l'inclusion. Et puis ce que ça m'évoque, c'est sécurité sociale, c'est la santé aussi. Et forcément, je pense que l'inclusion, ça nous concerne tous. C'est aussi quelque part une question de bien-être individuel et de santé. Et donc, je pense que c'est très cohérent par rapport à qui vous êtes. Voilà. Je pense que c'est une heureuse et nécessaire, c'est un pas heureux et nécessaire vers l'institutionnalisation de ces sujets, en fait, tout simplement, qui soient de plus en plus clairs et répandus dans la société, que le fait de se diriger vers ces sujets d'inclusion, de diversité, de lutte contre la discrimination ne soit plus simplement le fait d'une posture philosophique ou politique, mais que ce soit une évidence en fait pour une société qui entend fonctionner normalement et qui entend fonctionner pour le plus grand nombre. Ouais. On regarde des actions, des fonctions, l'ensemble des caisses de sécurité sociale. Paraît évident effectivement qu'elles ressemblent aussi au public qu'elles adressent. Et effectivement, il y a une responsabilisation, une responsabilité de faire référence. Et je pense que c'est à travers l'exemple, à travers la démonstration par la preuve, et là, sur une dimension, à travers l'ensemble des caisses, c'est quelque chose qui forcément est très significatif et pourra que séduire d'autres acteurs. En tout cas, avec Simona et surtout avec la direction du développement et de l'accompagnement RH, il me semble qu'il y a quand même des grosses ambitions en la matière qui vont se déployer en 2024. Donc on va conclure cette émission maintenant avec Simona. Évidemment, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Vous aurez bientôt le programme des émissions et nos actions pour 2024. Si vous avez aimé nos intervenants, ils ont tous des comptes sur LinkedIn. Vous pouvez les suivre et peut-être regarder un petit peu tout ce qu'ils font si vous avez envie de poursuivre votre réflexion sur ce sujet. Simona, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est déjà merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. La mission Handicap souhaite vraiment amener sur le prochain plan institutionnel que nous devons bientôt signer et mettre après à profit. On souhaite vraiment prendre cette ampleur de la diversité, et donc parce que le handicap, ce n'est qu'une petite partie de la grande diversité qui nous appartient à tous, parce que si on s'analyse bien, on est tous différents des autres. Donc ça me semble vraiment quelque chose de naturel. Merci encore de nous avoir suivis, et puis je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.